Bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a saisi officiellement le membre du Conseil de sécurité de l'ONU pendant que le plan de désengagement signé par la RDC et les Nations Unies pour un retrait définitif est déjà en pleine exécution. L'ancien candidat président de la République soutient plutôt à la configuration du mandat de la MONUSCO. Assemblée provinciale de Kinshasa, à peine installée, le président du bureau provisoire menacé de démissionner suite aux accusations de détournement de 300 000 $, financement décaissé pour le fonctionnement. Ces révélations émanent de la commission d'enquête spéciale chargée de faire une lumière autour de la traçabilité de ces fonds. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme est le thème national de la Journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars de l'année. À un jour de cette journée dédiée aux femmes, le couturière et vendeuse d'épargne s'est plainte de la décision de la ministre du Genre interdisant toutes les activités en mémoire des victimes de l'insécurité dans l'Est de la République. Bonsoir, je l'ai annoncé au sommaire que le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a saisi l'État membre du Conseil de sécurité des Nations Unies à travers une correspondance suite au plan de désengagement signé par la RDC et les Nations Unies pour un retrait progressif déjà activé. L'ancien candidat président de la République appelle plutôt à la configuration du mandat de la présence de la MONUSCO sur le sol congolais. Plus de détails avec Ranta Luyela. Alors que le plan de désengagement signé par la RDC et les Nations Unies pour un retrait progressif, ordonné et non précipité est déjà en pleine exécution, notamment par la remise de la base de Kamanyola au Sud Kivu de la MONUSCO aux autorités congolaises, des voix s'élèvent pour exiger la suspension de l'exécution de ces plans. Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a officiellement saisi les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à ces sujets. Dans une correspondance, l'ancien candidat à la présidentielle de la République estime que les conditions ne sont pas réunies pour favoriser les départs de la MONUSCO du territoire national. À l'en croire, ces départs dans un contexte de guerre et de surmilitarisation de l'Est du pays risquent de laisser un vide sécuritaire extrêmement dangereux. Il s'est dit pleinement conscient que la responsabilité première en matière de protection des civils et de droits humains incombe aux autorités nationales et que la vocation d'une mission de maintien de la paix est essentiellement temporaire. Il révèle que l'actuel régime n'a pas encore entamé une réforme profonde du secteur de la sécurité, incluant notamment l'assainissement de forces de défense et de sécurité et de services de renseignement. Face à cette situation, il appelle à la reconfiguration du mandat et de la présence de la MONUSCO, car il est impératif d'établir le lien entre la prévention des conflits, la justice transitionnelle, la consolidation de l'état de droit et l'instauration de la paix. Au mois de décembre de l'année dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de proroger pour un an jusqu'au 20 décembre 2024 le mandat de la MONUSCO, tout en décidant d'initier son retrait progressif, responsable et durable du pays. Le Conseil a décidé notamment que la MONUSCO retirera sa force de la province du Sud Kivu d'ici la fin avril 2024 et limitera son mandat aux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dès mai 2024 jusqu'à la fin de la période couverte par le mandat actuel. Toujours en sécurité, ils ont fui les affrontements de Rutshuru dans la région de Nyanzale et Kibirizi. Les déplacés se sont réfugiés depuis le mardi dernier dans les agglomérations du sud du territoire de Lubero, précisément à Kanyabayonga, Kaina et Kirumba, manquant de quoi se protéger contre les intempéries. Le détail dans ce commentaire.
Les agglomérations du sud du territoire des Lubero dans le nord Kivu, notamment Kanyabayonga, Kaina et Kirumba, accueillent depuis la nuit de mardi à ce jeudi 7 mars 2024 les déplacés de guerre du 1-23 dans le Rutshuru. Ils fuient les affrontements qui opposent depuis le mardi dernier le rebelle aux forces loyalistes dans la région de Nyanzale et Kibirizi. Dans les agglomérations d'accueil, ces déplacés manquent de tout, à en croire Jean-Chrysostome Fitiri, bourgmestre de la commune de Kanyabayonga. Il vient de Kibirizi, Nyanzale et Kishiche suite aux affrontements qui opposent nos FARDC et les M23. À Kanyabayonga, ils ont enregistré un bon nombre de déplacés, mais d'autres poursuivent la route à Kaina, Kirumba, Kasege, Luofu et ailleurs dans les grandes agglomérations. La population a besoin d'assistance. Ils sont en train d'errer dans la commune. Alertés, l'autorité territoriale est saisie pour qu'ils puissent voir comment atteindre la hiérarchie pour leur venir en aide. D'après l'autorité communale, les besoins prioritaires qui se posent sont ceux des abris et des kits de protection. Ils sont venus avec les enfants et actuellement, ils sont à la période pluvieuse. Les enfants doivent être protégés des intempéries comme la pluie. Alors, il y a un besoin pressant de couverture, s'en suivront de vivres ainsi que de médicaments parce que là où il y a de personnes, il doit certainement avoir de maladies. Il faut noter que la semaine dernière, le gouvernement de la République avait volé au secours des déplacés à Goma et Saké. Toujours dans le même registre, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo reste préoccupante pour M. Luko Bolanga Maurice, analyste politique. C'est la communauté internationale qui est à la base de cette situation qui prévaut dans ces coins et accuse directement le président Paul Kagame de faire partie de ces complots. Écoutez son propos. Et je crois bien que ceux qui me suivaient sur CCTV connaissent vraiment quelle était ma position. Et je crois bien que si, depuis cette époque-là, si le pouvoir de cette époque, même ce pouvoir actuel, s'ils avaient suivi ce que moi j'avais dit, je crois bien qu'on n'allait même pas arriver à cette situation. Parce que j'étais le tout premier à dénoncer le complot, c'est-à-dire le plan organisé par les Américains pour déstabiliser notre pays. Depuis l'époque de Bill Clinton. Donc les démocrates, pour nous, sont les tombeurs de notre pays. J'ai parlé de ce problème. Même le plan américain, disons des Occidentaux, pour démembrer les trois grands pays d'Afrique. C'est-à-dire le Soudan, ils ont réussi. Maintenant, c'est notre pays, la République du Zaïre, que vous appelez aujourd'hui République démocratique du Congo. Et après, ça serait le Nigeria. Donc ça, c'est un plan bien monté. Et j'avais même souligné comment est-ce qu'ils ont préparé Kagame. Lorsqu'il était à Fort Bragg, formé à Fort Bragg. Ensuite, on l'a initié dans la CIA, à Langley, à Virginie. Comment, et la mission qu'il avait reçue. J'avais déjà parlé de ça. Autre chose, à présent, à un mois de l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le doyen d'âge Amos Mbokoso est accusé du détournement de 300 000 $ américains, frais alloués pour le fonctionnement de cette chambre délibérante jusqu'à l'installation du bureau définitif. Ces finances sont intraçables, à en croire la commission spéciale mise en place pour enquêter. Regardez. C'était une plénière chauffée et très tendue à l'Assemblée provinciale de Kinshasa le mercredi 6 mars 2024 et pour cause, le président du bureau d'âge, Amos Mbokoso, est accusé de mégestion, détournement et utilisation abusif de frais de fonctionnement alloués à la session extraordinaire qu'il dirige, qui n'a que 3 principales matières à l'ordre du jour. En effet, une commission spéciale a été instituée la semaine dernière pour contrôler les finances allouées à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et les conclusions de cette commission présentées le mercredi 6 mars à la plénière, pourtant décrétée à huis clos, rapportent le fait grave des détournements de ces frais de fonctionnement mis à charge du président du bureau d'âge. Clairement dit, les rapports de cette commission parlent de 300 000 $ qui sont intraçables, donc détournés, ce qui a suscité la colère de nouveaux élus de la ville de Kinshasa et créé une tension.
D'ailleurs, cette plénière avait été suspendue à cause de la colère des députés qui ne juraient que par la démission séance tenante du président du bureau d'âge Amos Mbokosso. Ce dernier a promis de la reprendre malgré lui ce jeudi 7 mars 2024, alors qu'il ambitionnait rester à ses postes et être confirmé au bureau définitif à l'issue de l'élection prévue dans 3 semaines. Amos Mbokosso semble être dans le beau drap, accusé de récidivisme dans la mauvaise gestion de deniers publics. Cet ancien ministre provincial de transport du gouvernement Ngobila est élu provincial de Kimbaseke par le compte de l'ACP. Il avait été auteur d'un scandale de gestion de plaques d'immatriculation de motos et d'identification de taxis dans la ville de Kinshasa. Une importante quantité de cocaïne a été saisie et détruite le mercredi 6 mars 2024 à Kinshasa par l'état-major de renseignement militaire de l'aéroport international de Ndjili. Le propriétaire de ces valises les aurait abandonnées et n'a pas encore été retrouvé. Grace Mayo nous en dit plus. 7 kilos de cocaïne retrouvés dans des bagages suspects ont été saisis à l'aéroport international de Ndjili et a été détruit. Pour les services de renseignement militaire, l'auteur de ces coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abeba ont été abandonnés par une femme répondant au nom de Dolo Emimar, non autrement identifiée. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice. La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles de cuisine bien classés dans ces valises. Ces 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement détruits par les services de renseignement en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Ils ont par la suite procédé à la destruction de 132 boules de cocaïne, soit 1 kg 320 grammes. Le département intérieur des sécurités militaires de l'état-major de renseignement est appelé à multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via le point d'entrée de la RDC. Qui est en Kinshasa pour le Congo central où une cinquantaine des corps des indigents ont été enterrés le mercredi 6 mars 2024 au cimetière de Kipungude en la province du Congo central. C'est à l'initiative du gouvernement provincial du Congo central et la mairie de Boma. Les dépouilles de 41 adultes et 9 enfants ont été abandonnés à la mort de l'hôpital général de référence de Boma depuis 2021. 3 ans après, le gouvernement provincial et la mairie ont finalement décidé de désenterrer ces patriotes dignement. Regardez. Il y avait au total une cinquantaine de cadavres dont les corps ont été conduits le mercredi 6 mars au cimetière à Boma. Parmi ces indigents, l'on a compté 10 femmes et 40 hommes, dont 11 prisonniers. Les dépouilles mortelles ont été transportées de la morgue vers le cimetière par un véhicule de la Congolaise de voie maritime. Ces indigents ont été enterrés chacun dans sa tombe. Les gouverneurs ont sorti tous les moyens pour les cercueils et autre chose. Il y a l'hôpital, la mairie, un peu la prison aussi. Tout le monde en tout cas a participé pour qu'on ait vraiment cet enterrement de nos indigents et de nos prisonniers. C'est dire, mais bon, c'est la population congolaise. Donc, il mérite vraiment d'être enterré dans de bonnes conditions. Ces corps qui en ont entraîné à la morgue étaient devenus encombrants au point de gêner le bon fonctionnement de son compresseur. Du coup, les dépouilles ne pouvaient plus être gardées dans les meilleures conditions. Selon le médecin-chef de zone de santé de Boma, la procédure a été respectée pour les enterrer, notamment les prisonniers dont les corps ont été acheminés ici lors de leur décès. Nous sommes en train de sortir les corps des indigents et des prisonniers. Il y a au total 50 corps qui pour certains datent de plus de 2 ans. Vous savez que pour les prisonniers, lorsqu'ils meurent, on les achemine à la mort. Et après la mort, pour décider de les enterrer, bon, il y a toute une procédure à suivre.
Avec l'évacuation des cadavres de ces indigents, la morgue de l'hôpital général de référence de Boma ne voudrait plus garder une dépouille mortelle pendant plus de 6 mois à cause de sa faible capacité d'accueil d'à peine une trentaine de corps. La capacité, disons, de la morgue, de notre morgue, est de 36 places. Mais malheureusement, il nous arrive d'atteindre plus de 100 corps. Et c'est un peu comme dans un congélateur. Lorsque vous mettez un peu plus que ce qui est la capacité du congélateur, le congélateur ne fonctionne pas bien. C'est le problème qu'on avait ici. Ces corps-là, plus de 50 corps qui, alors que nous avons une capacité de 36 corps, ces corps-là commençaient à gêner le fonctionnement de notre morgue. Ce qui a fait en sorte que nous avons perdu notre compresseur, mais qu'on vient de remplacer. La cérémonie d'inhumation s'est déroulée avec le concours des éléments de la Croix-Rouge en présence du maire de la ville de Boma, Senghor Mbutouibi, le représentant du procureur de grande instance ainsi que des autorités sanitaires. Que leur âme repose en paix. D'une province à une autre, la province du Haut-Ouélé fait face à des cas de rougeole. Plus de 100 cas de rougeole et 2 décès signalés à Dorouma, dans la province du Haut-Ouélé. Les personnels soignants de ce coin appellent la population de ces territoires à prendre des précautions quant à ce. Suivez. Plus de 144 cas suspects de rougeole ont été signalés dans le territoire de Dougou, à plus de 200 km au nord de la ville d'Issiro, dans la province du Haut-Ouélé. C'est ce qu'a rapporté le docteur Lucien Niquez. Le médecin-chef de la zone de santé de Dorouma précise que 2 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie en janvier dans cette partie de la province. Lucien Niquez Arowando, docteur dans ce territoire, indique que la prise en charge des malades est problématique en raison de la pénurie de stock d'intrants nécessaires pour lutter efficacement contre la maladie et lance un SOS. Pour le docteur Niquez, il se réserve de qualifier la situation d'épidémie car c'est la compétence de l'INRB, habilité à confirmer après analyse en laboratoire. Les nombres qu'il rapporte concernent les malades ayant consulté les établissements de soins, mais de nombreux cas dans la communauté n'y sont pas rapportés. Toutefois, dans un premier temps, il a tenu à informer l'antenne PEV, programme élargi des vaccinations, car la rougeole étant une maladie virale sans traitement spécifique, la prévention par la vaccination est essentielle. Une campagne de vaccination ciblée est prévue pour les zones de santé ou les aires de santé ayant enregistré des cas. Concernant la prise en charge, les structures médicales, en particulier l'hôpital général, a été instruit pour fournir des soins appropriés afin de stabiliser les malades. Le docteur Niquez craint une rupture des intrants pour la prise en charge parce que l'hôpital n'est plus en mesure de le faire. Ce professionnel de santé qui déplore la résistance de la communauté face au risque d'aggravation de la situation appelle la population à consulter les formations médicales le plus proches dès l'apparition des symptômes. Parlons santé dans ce journal, la prise en charge des infections sexuellement transmissibles du VIH-Sida et la planification. Le centre Bomoto en fait son cheval de bataille. Situé dans la commune de Kalamou, en plein cœur de la capitale, ce centre fonctionne depuis une trentaine d'années. Les jeunes et les adolescents constituent la principale cible du centre Bomoto puisqu'ils sont sexuellement actifs et victimes de ce nombreuses infections sexuellement transmissibles. Et pourtant, ces questions sont de sujets tabous dans leur famille. Regardez. Le centre Bomoto fonctionne sous l'égide de l'Église du Christ au Congo. Depuis 1994, les jeunes et adolescents y sont accueillis en toute discrétion pour aborder les infections sexuellement transmissibles qu'ils ont dû contracter. Le centre Bomoto a justement été créé avec l'objectif de soigner les personnes atteintes des maladies sexuellement transmissibles d'une part et d'autre part sensibiliser les adolescents sur les questions liées à leur vie sexuelle. Ces centres disposent aussi d'un programme de dépistage volontaire du VIH-Sida. Prenons en charge des IST. Dans la campagne de la prise en charge des IST, on commence par la sensibilisation jusqu'au diagnostic et la prise en charge aussi. Et outre la prise en charge du VIH-Sida,
nous prenons aussi en charge les IST qui sont les infections sexuellement transmissibles. Outre les IST, nous prenons aussi en charge, nous faisons aussi des plannings familiales. Dans cette prise en charge des maladies sexuellement transmissibles, quand un des partenaires se présente au centre, les encadreurs lui conseillent de se faire soigner en couple. Justin Mosengo est le point focal planification familiale et communication dans ce centre. Chaque fois, il est confus de voir que les adultes qui sortent avec les adolescents refusent de se présenter en cas de maladie pour se faire soigner en couple. Dans la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, donc ça se soigne toujours à deux. Pourquoi? Parce que ça se contacte à deux et ça se soigne à deux. Vous allez vite remarquer que la plupart des adolescentes qui nous consultent, ils vivent avec des adultes. Et ce sont les adultes qui les contractent. Alors, aussi longtemps qu'on reçoit la victime qui vient, automatiquement nous sommes appelés à interpeller aussi l'adulte. Le centre brise le tabou sur la sexualité et reçoit les jeunes de différentes tranches d'âge. Une patiente qui a requis l'anonymat est venue pour se faire examiner à la suite d'une infection contractée. En fait, je suis venue me faire examiner vu que je ne me sens pas bien. J'ai un peu de malaise et peu de chatouillement au niveau du sexe, quoi. Donc voilà la raison pour laquelle je suis venue me faire examiner ici. J'ai appris à travers une tante qui est déjà venue se faire consulter ici. Et elle m'a dit qu'en tout cas ça soit bien, espérons que tout ira bien, raison pour laquelle je suis venue me faire examiner. Et c'est ma toute première fois aussi de venir ici. Par sa présence et son action de 3 décennies, les centres Bonmoto permet à une bonne proportion de jeunes d'accéder aux services de la santé et de la reproduction. Son personnel composé des médecins, infirmiers, pasteurs, évangélistes et autres leaders d'opinion est mobilisé pour s'occuper des adolescents en matière sexuelle. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale de la femme. Pour cette année, les activités liées au mois de la femme sont exclues à cause de l'insécurité qui bat son plein dans la partie est de la RDC. Sur ces, les couturières et les vendeuses d'épargne se plaignent du fait que cette année, les femmes ne sont pas motivées comme dans les années antérieures pour l'achat et la confection des vêtements. Regardez. 8 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée dédiée aux droits des femmes. À un jour de cette date, les choses sont loin de se dessiner. À Kinshasa, précisément dans la commune de Ngaliema, une couturière nous parle du préparatif du 8 mars comparé aux années précédentes où les femmes s'est précipitées pour l'achat et la confection des pagnes. Visiblement, ce n'est plus le cas ces dernières années suite à l'insécurité grandissante dans l'est du pays. Cette couturière juge d'illégale l'idée de la ministre du Genre, Famille et Enfants d'interdire toutes les activités liées à cette commémoration. Bon, la journée de la femme, bien. La journée de la femme de cette année est vraiment différente à comparer aux autres années passées, depuis que la ministre a exclu les activités. Les femmes ne viennent plus comme avant pour la confection de leurs habits. La ministre a demandé aux femmes d'être habillées en noir en mémoire de femmes victimes des hostilités dans l'est du pays. Signalons qu'une messe sera organisée à la cathédrale du Centenaire en mémoire de toutes les victimes tuées et violées par les rebelles dans la partie est du pays. En dehors de nos frontières, pour finir, dans une correspondance adressée à l'Union africaine, le Burundi accuse le Rwanda de saboter le processus de Luanda et de Nairobi. Le Rwanda est actuellement perçu comme le mal de la région du Grand Lac, dans le sens où le pays de Paul Kagame ne joue pas un franc jeu sur l'initiative régionale, allais-je dire, des pays menés par l'Union africaine afin de restaurer la paix dans l'est de la RDC, où opère l'armée rwandaise en violation du droit international. Regardez. En réponse au courrier de Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères, envoyé dimanche
3 mars à Moussa Faki, dans lequel il accuse la RDC et le Burundi de soutenir le FDLR pour renverser le régime Kagame. Le chef de la diplomatie burundaise, Albert Shingiro, a dénoncé la propagande mensongère des dirigeants rwandais, consistant selon lui à camoufler le véritable problème qui n'est rien d'autre que la coopération de l'armée rwandaise avec le rebelle burundais et congolais M23. Dans sa lettre adressée au président de la Commission de l'Union africaine, Albert Shingiro a fait remarquer que le Burundi est un pays réputé depuis belle lurette d'entretenir de bonnes relations de voisinage et en aucun moment de l'histoire il n'a été accusé d'agression envers un pays quelconque, contrairement au Rwanda qui finance et arme le milice pour déstabiliser ses voisins. Consterné du fait que la région devient un fief de groupes armés terroristes qui sèment la désolation, le Burundi a assuré qu'il ne peut en aucun cas être indifférent, d'où son soutien à la RDC pour en découdre avec tous les groupes terroristes qui menacent la sécurité de la région et sans exception aucune. Alors que le Rwanda poursuit ses opérations militaires en RDC et maintient son soutien aux rebelles de Red Tabara, le Burundi a rassuré l'Union africaine de son engagement à soutenir les initiatives de restauration et stabilisation de la paix et de la sécurité dans la région. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici les rappels de titres. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a saisi officiellement le membre du Conseil de sécurité de l'ONU pendant que le plan de désengagement signé par la RDC et les Nations Unies pour un retrait définitif est déjà en pleine exécution. L'ancien candidat président de la République soutient plutôt à la configuration du mandat de la MONUSCO. Assemblée provinciale de Kinshasa, à peine installée, le président du bureau provisoire menacé de démissionner suite aux accusations de détournement de 300 000 $, financement décaissé pour le fonctionnement. Ces révélations émanent de la commission d'enquête spéciale chargée de faire une lumière autour de la traçabilité de ces fonds. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme est le thème national de la Journée internationale des droits des femmes célébrée chaque 8 mars de l'année. À un jour de cette journée dédiée aux femmes, le couturière et vendeuse d'épargne s'est plainte de la décision de la ministre du Genre interdisant toutes les activités en mémoire des victimes de l'insécurité dans l'Est de la République. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Mondico Télévision.